Quel est le point commun entre la guitare et Spinoza? La réponse est donnée en filigrane sous le pinceau de Fabi Lou, dont le site internet est accessible par un lien en description de cette vidéo. La guitare surnage et Spinoza surnage. Les grands défauts de la guitare sont au nombre de 2, ainsi que je l'explique en 4e de couverture de mes études. D'une part, le bruit parasite des doigts qui glissent sur les basses, et d'autre part, le faible volume sonore. Et malgré ces 2 défauts majeurs, la guitare surnage. L'œuvre majeure de Spinoza, c'est l'Éthique, Ethica en latin, Ordine Geometrico Demonstrata, démontrée selon l'ordre géométrique. Cette éthique a été réfutée point par point des dizaines et des dizaines de fois, par des intellectuels, des érudits, des penseurs, des philosophes plus ou moins connus, et pourtant Spinoza surnage. Car comme dit le proverbe populaire, on préfère l'original à la copie. Des 2 grands défauts de la guitare, il résulte qu'elle ne fait pas partie de l'orchestre symphonique, et qu'aucun grand compositeur n'a composé pour elle, à l'exception de Johann Sebastian Bach, mais ce n'était pas encore la guitare. C'était pour luth ou pour théorbe. La guitare est apparue au XIXe siècle et a été finalisée au XXe. Même Berlioz, qui était entre autres guitariste, n'a pas directement composé pour guitare. Il existe apparemment quelques romances de lui pour voix et guitare, et Chopin, qui pourtant déclarait aimer la guitare, n'a pas composé pour elle. Malgré ses difficultés, la guitare surnage. Spinoza a été gravement censuré toute sa vie. Son Tractatus Theologico-Politicus, traité théologico-politique, a été édité sans nom d'auteur sous une fausse édition allemande. Tout le reste sont ses œuvres posthumes, opéra postuma, pour les humoristes, après la fête de Numa. Malgré ses difficultés, Spinoza surnage. La guitare est un instrument très difficile, surtout bien entendu la guitare classique. Il y a beaucoup de candidats et peu d'élus. On se souvient de ce mot formidable de Paganini. Je suis le maître du violon, mais la guitare est mon maître. Il était forcément virtuose en guitare classique, c'est obligatoire, mais il avait noté l'extrême difficulté de l'instrument. C'est que la main de l'homme correspond aux dimensions du violon, avec pour simplifier la largeur d'un doigt pour le demi-ton, légèrement écarté pour les enfants qui ont des doigts plus fins, alors que l'écartement des doigts n'est pas naturel en guitare. Donc attention aux crampes. Il faut savoir économiser sa main, ne pas forcer, surtout si vous avez des faiblesses ligamentaires. Toutes les mains ne peuvent pas forcément se soumettre à pareille contrainte. Il faut à la fois de la force et de la souplesse, ce qui n'est pas donné à toutes les anatomies de la main. Comme dit le proverbe, une main de fer dans un gant de velours. En guitare classique, les œuvres sont difficiles d'accès. On peut quasiment dire qu'on a d'un côté les études, de l'autre le répertoire, avec un saut qualitatif assez délirant allant de l'un à l'autre. Il y a aussi cette quasi-obligation de connaître la guitare pour composer pour elle, ce qui n'a pas manqué d'être noté dans le magnifique traité d'orchestration de Berlioz. Et c'est ce qui explique aussi que les grands compositeurs n'ont pas écrit pour guitare. On peut composer pour à peu près n'importe quel instrument sans le connaître. Il y a quelques pièges à éviter, quelques contradictions à contourner, et c'est ce que font les musiciens qui écrivent pour orchestre. Ils ne connaissent pas ni ne peuvent connaître le détail de chaque instrument. Mais c'est impossible en guitare, du fait d'une certaine combinatoire harmonique qu'on ne peut appréhender que par l'étude assidue des œuvres. Sauf à imaginer une mélodie élémentaire, un thème monodique, c'est-à-dire sur une seule note, qui ne l'honorerait pas. À cela s'ajoute que la guitare est dotée d'une fausse clé. De par sa tessiture, sa vraie clé eût dû être clé d'ut 4e ligne. Mais comme c'est un instrument populaire, l'instrument des pauvres, des sans-dents, des gilets jaunes, des laissés pour compte, de la France profonde, on lui a spontanément assigné la clé la plus simple, la clé de sol, car on sait le peuple en froid avec le solfège. On ne l'imagine pas étudier la clé d'ut 4e ligne, et c'est tout juste d'ailleurs s'il sait qu'elle existe. Bref, la guitare n'étant pas liée à l'orchestre symphonique, sa notation est moins contraignante, d'où l'utilisation de la clé de sol, mais c'est une fausse clé de sol, c'est une clé de sol à l'octave inférieure. Dans la notation moderne, on le précise par un petit 8 en dessous du dessin de la clé de sol. Ce qui fait que la guitare est un instrument transpositeur, c'est-à-dire que les sons écrits sur la partition ne sont pas les sons réels, les sons entendus. Mais elle n'est transpositeur que parce que sa clé est fausse, parce qu'on a décidé d'utiliser une autre clé que sa clé naturelle. Elle n'est pas structurellement transpositeur comme une clarinette en la ou une trompette en ré.
Elle est transpositeur à l'octave inférieure pour contourner la clé de 4e ligne. Autre anomalie, la basse en mi peut être descendue en ré, c'est-à-dire qu'on désaccorde volontairement la guitare, et ce pour les besoins d'une exécution particulière. Et il existe d'autres accordages baroques qui désaccordent spécifiquement la guitare. Bref, la guitare est un instrument de bâtard, c'est malheureux à dire mais c'est comme ça. Elle n'a que des compositeurs mineurs, de seconde zone pourrions-nous dire. À noter qu'il existe la guitare romantique, c'est-à-dire d'une guitare dont la caisse de résonance est encore plus petite. Une sorte de réponse du berger à la bergère. Vous vous plaignez de ne pas avoir de son, vous en aurez encore moins. Dans la série Suisse Nob, c'est le seul défaut que je gobe. Encore que dans les siècles précédents ce n'était pas un problème, comme le montre un tableau de Vermeer. Concernant le bruit parasite des doigts qui glissent sur les basses, il faut noter que ce défaut est tellement officiel qu'il fait partie des codes MIDI. MIDI, Musical Instrument Digital Interface. Interface digitale d'instruments de musique. C'est un protocole et un format de fichier pour faire de la musique électronique. On peut ainsi entrer les partitions note à note et les faire jouer par l'ordinateur. Et l'on peut programmer ce défaut dans la partition. Il est assez rarement utilisé, mais on le trouve dans certains fichiers MIDI. Et ce, parce que celui qui a saisi la partition a décidé d'y inclure ses codes MIDI, pour rendre l'exécution électronique plus réaliste. Beaucoup de guitaristes n'y songent même pas, mais en guitare classique on a tendance à vouloir minimiser ce problème. Ça fait partie de ce qu'on appelle virtuosité. On ne peut pas éliminer complètement ce défaut, mais on peut essayer de l'amoindrir, notamment en tentant de quitter verticalement la corde, ce qui à un rythme soutenu est presque impossible. Ce qu'ont observé les ingénieurs qui ont créé le code MIDI. Dernière tare guitaristique, certaines tonalités sont impraticables, et ce bien que l'instrument soit chromatique, c'est-à-dire que tous les demi-tons existent dans l'intervalle de la tessiture. Donc certaines tonalités sont quasiment impossibles, ce qu'on observe dans certaines transcriptions où les tonalités d'origine doivent être abandonnées, ce qui est le cas par exemple des suites pour violoncelle seul de Johann Sebastian Bach allant de BWV 1007 à BWV 1012, où seule la 6e suite a échappé au changement de tonalité. Et pour ma part, j'ai transcrit en guitare classique le prélude BWV 857 du clavier bien tempéré dont la tonalité d'origine est fa mineur, qui aurait été inutilement difficile en guitare classique, alors que le mi mineur, un demi-ton en dessous, est plus aisé. On appréciera également la numérotation chaotique des 4 suites pour luth de Johann Sebastian Bach, qui exprime peut-être un désarroi devant cet instrument bizarroïde, pour ne pas dire archaïque. Numérotation via le sigle BWV, qui est en quelque sorte sa marque de fabrique. Bach, Werke, Verzeichnis. Répertoire des œuvres de Bach. Donc on voit que la guitare pose bien des problèmes et pourtant elle surnage. Concernant Spinoza, il s'agit d'une vraie malédiction, qu'on peut qualifier de christique ou de socratique, ce qui est à peu près la même chose, même si l'époque n'est pas la même. Il a été rejeté, excommunié, diabolisé, ostracisé, peut-être discrètement assassiné, mais ce n'est là qu'une hypothèse complotiste qui m'a parfois effleuré. À l'époque, il n'y avait ni camion en race campagne, ni hélicoptère au Paris-Dakar. Il fallait la jouer fine, et l'on sait que l'assassinat est une œuvre d'art, au point de vue étatique. Salut ma poule, comme dirait l'autre, car meurt-on à 44 ans? Annum, quadragesimum, quartum, lit-on dans la préface des Opéra Postuma, édité quelques mois après sa mort, en fin d'année 1677, pratiquement au moment de fêter ses 45 ans qu'il n'a jamais eu, Felicem natalem diem mi benedicte tibi ex opto. Je vous souhaite un joyeux anniversaire, mon cher Benoît. Donc, il a fait cavalier seul, ce qui est toujours suspect du point de vue de la bien-pensance, et par goût probablement et par obligation, sans s'occuper du chapeau de la gamine, comme dit le dicton populaire. Bref, un solitaire qui avait malgré tout un cercle restreint d'amis, une sorte d'acroasis à la manière des Grecs anciens. Les Anglais ont le joli mot happy few, les quelques heureux, pour désigner ceux qui peuvent accéder à son enseignement confidentiel, incluant un certain Cassarios, dont la graphie fluctue suivant les manuscrits, un jeune homme de 20 ans qu'il hébergeait quand il en avait 30, donc dans les années 62, il est né en 32, avec peut-être une pointe de LGBTisme avant la lettre, tant au sens classiquissime du terme, que dans l'acception de la Scola Nova de Belgique, latin, grec, base de tout.
Hypothèse infondée, certes, et hasardeuse, d'une amitié particulière, savamment camouflée dans les courriers, discrète, mais qui corroborerait cette nature frêle et efféminée, dont la faiblesse physique était proportionnelle à la puissance mentale. Car en exaltant l'intelligence, ratio en latin, logos en grec, on reconnaît les mots raison et logique. Il se mettait à dos la quasi-totalité de la société, sous l'impulsion des forces de l'ombre, de l'état profond, comme on dit de nos jours, qui organisent elles-mêmes et financent la diffamation à l'endroit de toute doctrine qui ralentit, écorche, égratigne leurs projets de domination à l'échelle planétaire, et qui, par sempiternelle inversion accusatoire, font passer le diffamé pour le diffamateur. Donc il a été traité de tous les noms et essuyé tous les quolibets. Il a été qualifié d'anarchiste, d'hérétique, de sataniste, d'athée bien entendu, puisque son Dieu c'est la nature, à l'intérieur de laquelle nous sommes, d'où la citation de la Bible sur la page même de titre du Tractatus Theologico-Politicus, In Deo Manemus, nous demeurons en Dieu. Sans compter les noms d'oiseaux, je suppose que la trollistique de l'époque annonçait celle d'aujourd'hui. Il a osé s'opposer à la tradition aristotélicienne, à la scolastique, c'est-à-dire à la théologie universitaire du Moyen-Âge. La thèse du Tractatus Theologico-Politicus est que la Bible doit s'expliquer par elle-même. Il prône une lecture rationnelle de ces écritures antiques, ce qui met en évidence les élucubrations des commentateurs, pour ainsi dire ridiculisées par les contradictions en cascade. Donc il supprime toute superstition, tout irrationnel, toute peur, toute tristesse, ce qui ne peut pas convenir aux dominateurs puisque c'est là le principe même de leur tyrannie. Et c'est un peu benoîtement, si l'on peut dire, que Benedictus revendique la liberté d'expression des termes identiques à ceux d'aujourd'hui et de toujours. C'est la conclusion du Tractatus Theologico-Politicus, Concedatur uniqueque, que soit accordé à chacun, et sentire quae velit, et de penser ce qu'il veut, et quae sentiat dicere, et de dire ce qu'il pense. Tel est le vœu pieux de Spinoza, que chacun puisse penser ce qu'il veut et dire ce qu'il pense. Comme dirait l'autre, il y a loin de la coupe aux lèvres. On appréciera le chiasme, c'est-à-dire une structure de type ABBA, comme dans te amo, amame, pronom, verbe, verbe, pronom, je vous aime, aimez-moi. Ici infinitif, relative, relative, infinitif. Dans une structure et sentire quae velit, et quae sentiat dicere. Sentire, on reconnaît le verbe sentir. Ici penser, on retrouve cette racine dans sententia, opinion, avis, ce qui donne en français sentence. Et à la page précédente, il observe l'inversion accusatoire. Perturbatores, les fauteurs de troubles, esse eos qui sont ceux qui, tolere volunt, veulent supprimer, libertatem iudici, la liberté de penser. La phrase est à l'infinitif parce que c'est une subordonnée qui dépend de ce qui précède. Ex quibus luce meridiana clarius constat. De là il appert, plus clairement que le jour à midi, perturbatores esse eos qui libertatem iudici tolere volunt. Donc vous voyez que la perversité du système ne lui a pas échappé. Il se place du point de vue de la logique pure, ce qui ne peut pas plaire à ceux qui passent leur temps à nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Il n'y a rien d'illogique ni dans la nature, ni dans la religion. Donc la mathématique ne peut pas être impie. Ce pourquoi il estime ne pas être en contradiction avec la religion chrétienne. Enlever le non rationnel est une chose, se positionner comme adversaire en est une autre. Il aborde l'assassinat de Jésus au chapitre 18. Pilatus namque, car Pilate, ut Pharisaeorum irae contederet, pour céder à la colère des pharisiens, Christum crucificeriusit, fit crucifier le Christ, quem innocentem noverat, qu'il savait innocent. Du point de vue du public, Spinoza passe pour difficile à lire. En réalité, ce sont les choses qui sont complexes. Spinoza n'y est pour rien. Rien n'est plus simple que Spinoza, qui utilise au contraire un langage clair et direct, qui se sait profond s'efforce d'être clair. Bien que ces livres ne soient plus interdits de nos jours, il ne faudrait pas croire que les temps aient tellement changé. Ce sont les interdictions qui tournent.
Mein Kampf, illisible naguère, est aujourd'hui en avril 2021 en lecture libre dans les liseuses. Et les philosophes autorisés peuvent commenter certains passages. Alors que Mémoire en défense, ou Dites la vérité ou vous humilierez le diable, sont mis à l'index. Et d'autres, évidemment. Des livres non remarqués pendant des décennies sont soudain bannis des catalogues, au désarroi de certains avocats qui soulignent l'arbitraire à l'endroit de littérateurs au talent incontesté et reconnu. Une tournante peu prévisible donc en fonction de l'activisme d'associations supraétatiques à virulence abusive. Tandis que des citoyens, soit par convenance personnelle, soit sous le coup du harcèlement judiciaire pour l'expression de leurs idées, sur la base de cette arnaque selon laquelle une opinion pourrait être un délit, fuient la France pour différentes destinations, Angleterre, Japon, Suisse, Turquie, Bulgarie, Roumanie, Estonie, pour ne citer que ces quelques exemples. Spinoza, qui croyait que les Pays-Bas étaient plus libres intellectuellement, a dû réviser son jugement à ce sujet. Bref, malgré les critiques à l'emporte-pièce et la complexité supposée des concepts, Spinoza surnage. Malgré bien des défauts qu'on a signalés précédemment, la guitare surnage, il y a de toute façon des irréductibles, d'où peut-être mon traité de guitare classique, dont le titre a pu faire sourire, Ridere est hominis, littéralement, rire est de l'homme, le rire est le propre de l'homme. Je ne suis pas opposé à un peu de gauloiserie, Spinoza non plus, c'est sûr, car au-delà de la morgue d'un latin austère, il devait avoir un humour abyssal digne d'un rire homérique, car la folie du monde n'a pas pu lui échapper. Se méfier du rectotono, il peut cacher une bonne dose de rigolade. Un livre particulièrement inutile en tant qu'il rate sa cible supposée, car soit vous êtes débutant et il est illisible, soit vous êtes un guitariste confirmé ou en passe de le devenir, et alors vous n'allez peut-être pas vous laisser compter fleurette par un illustre inconnu, d'autant plus que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, ce qui fait que les rares acquéreurs de ce genre d'écrits sont des dilettantes, des curieux qui veulent savoir les questions que sont susceptibles de se poser les guitaristes, des velléitaires de tout poil, des originaux, des insomniaques, ou des impatients qui ont besoin de caler un meuble bancal, auquel cas j'ai plusieurs épaisseurs à leur proposer sur ma page d'accueil The Book Edition. Donc vous voyez qu'il faut avoir le feu sacré. Ce qui plaît au public, c'est romantique à souhait. Il y a une qualité de son, une élégance. Le fait de toucher la corde est très important, notamment pour le vibrato, même s'il n'est que très léger. Il y a une possibilité de trémolo unique en son genre. C'est un petit orchestre. Il faut noter une très grande diversité de styles. Le folk, le jazz, le manouche, le flamenco, le rock, le blues, etc. Le classique bien sûr. La guitare mélodique pour jouer un chant monodique sur une seule note, ce qui peut s'avérer très efficace dans certains contextes, que ce soit en corde de nylon ou en corde d'acier. La guitare d'accompagnement qu'on peut qualifier d'harmonique, pour produire des accords, des rythmes, des arpèges. Et aussi le slap, ou le slapping, où elle devient partiellement un instrument de percussion. Il y a une très belle scène de ce genre dans le magnifique film Auguste Rush. Et n'oublions pas les luthiers passionnés qui multiplient les petites améliorations en tout genre. Les luthiers luttent, si l'on peut dire. Dans certains styles, le faible son de la guitare a été résolu par la guitare électrique ou la guitare électroacoustique. Électroacoustique, c'est-à-dire à la fois acoustique avec une caisse de résonance et une amplification par l'électricité, alors que la guitare électrique n'a pas de caisse de résonance du tout. Il y a un point très important, c'est sa tessiture, qui correspond à la voix humaine, allant des graves aux aigus, basse, ténor, contralto ou alto, soprano. Il y a également cette possibilité de one-man show voix-guitare, dont sont friands les auteurs-compositeurs-interprètes. Notez que la guitare classique est contrapuntique. Elle accède non seulement au contrepoint, mais au plus haut niveau du contrepoint qui est la fugue. Pour un enfant musicien, la guitare est magique. Parfois, les premiers sons sont évocateurs. Une narration se suggère spontanément, à condition de prendre son temps pour en dégager l'ambiance. La vitesse est souvent une ennemie. Si la première question qu'il faudrait poser à beaucoup de littérateurs est « Avez-vous lu votre dernier livre ?» À la plupart des guitaristes, il faudrait demander « Avez-vous un train à prendre ?» Donc on voit que les défauts sont contrebalancés par des qualités extraordinaires. Voilà pourquoi l'on ne peut pas se passer de guitare. Et l'on ne peut pas non plus se passer de Spinoza, du fait d'un style éblouissant. Son latin est très classique,
à quelques petites entorses grammaticales près, très légères et sans aucune importance. Vous trouverez mes études sur The Book Edition, pour la version papier, le texte intégral revu et corrigé, le dictionnaire et des éléments de langue latine. Dans la section à propos de ma chaîne YouTube, vous trouverez un lien vers une sauvegarde de mon ancien site. C'est apparemment un bienfaiteur qui a décidé de sauvegarder une copie de cet espace, qu'il en soit chaleureusement remercié. Le site d'origine a disparu parce que le fournisseur d'accès Internet a décidé d'interrompre la gestion de ce qu'il appelait site perso. Sur Internet, tout est assez volatile. La seule chose dont on soit sûr est qu'on est sûr de rien. Donc tout cela existe pour le moment, en avril 2021. Ça durera ce que ça durera, nous n'avons aucune certitude quant à l'avenir. Si le Tractatus Theologico-Politicus peut à peu près se lire normalement page après page, ce n'est sans doute pas le cas de l'éthique, Ethica, qu'il faudrait plutôt aborder comme une œuvre d'art, qui ne se lit pas mais qui s'étudie, ce qui demande des mois voire des années d'efforts, ce que tout le monde ne peut pas accorder, les journées n'ont que 24 heures. Donc ce type d'étude est un choix. Donc Spinoza surnage du fait d'une pensée on ne peut plus lumineuse. On se souvient de ce titre magnifique, De Intellectus Emendatione. Emendatio, c'est la correction, au sens d'un professeur qui corrige une copie. Mais le devoir corrigé devient purifié, comme une ménagère qui enlève la poussière. La poussière, ce sont les idées inadéquates, les idées tronquées, de la purification de l'intellect. Pour terminer, le Christ n'est cité qu'une seule fois dans Ethica, mais il est cité quand même dans la scolie de la proposition 68 de la 4e partie. In scolio propositionis duo de Septuagesimae partis quartae. Cette proposition dit, si homines liberi nascirentur, si les humains naissaient libres, nullum boniet maliformarent conceptum, ils n'auraient aucune idée du bien et du mal, quam diu liberi essent, aussi longtemps qu'ils seraient libres. Et dans la scolie, il est écrit, Spiritu Christi hoc est Dei idea, avec de nouveau un chiasme, ablatif, génitif, ablatif, tout cela pour dire que c'est cousu de fil blanc, l'esprit du Christ, c'est-à-dire l'idée de Dieu. Petite précaution oratoire peut-être pour qu'on n'aille pas dire qu'elle s'oppose à la religion chrétienne. Lisez Ethica, de préférence en latin. Pour le traité théologico-politique, une traduction française peut convenir, mais pour l'éthique, il faudrait préférer la version originale. Même si au départ vous ne comprenez rien, ce qui de toute façon est impossible puisque le français vient du latin, cette thèse stricto sensu est parfois contestée, mais on ne peut pas nier une connexion entre les deux langues. Il faudrait avancer à pas lents, lento grado. C'est une idée pour les courageux qui veulent se lancer dans l'étude. Ne vous sous-estimez pas, c'est tout à fait possible. Et le sens se fera jour petit à petit. Tout cela est grandiose, et voilà pourquoi Spinoza surnage.